Salut tout le monde, suite à vos retours positifs, je me lance donc aujourd'hui dans une vidéo sur mes meilleures lectures de l'année 2021. Alors chaque année je me fixe un objectif de lecture autour d'une quarantaine de livres, c'est vraiment juste un objectif un peu à titre indicatif, c'est un petit peu une motivation mais je m'impose rien du tout par rapport à ça. Et pourtant en 2021, mine de rien, j'ai lu 59 livres. Alors dedans il y a, je comptabilise donc tout ce qui est roman, etc., poésie, tout ça. Je compte aussi les bandes dessinées et c'est vrai que j'en ai lu beaucoup plus cette année que les années précédentes. Mais par contre je compte pas les mangas, alors que pourtant j'ai relu tous les Tsubasa Reservoir Chronicle et aussi les Berserk, mais je les comptabilise pas dans ce décompte parce que voilà, ça ferait un peu trop je pense sinon. Alors ça sera mes meilleures lectures dans le sens où ce sont des lectures qui m'ont marqué, qui m'ont interpellée par leur contenu, leur style ou tout simplement les thématiques qu'elles abordent, parce que voilà, c'est aussi forcément une approche un peu personnelle parce qu'il y a des choses qui vont peut-être me toucher ou m'interpeller plus que d'autres suite à mon vécu personnel ou certaines de mes appréhensions par exemple. Donc voilà. Alors je commence avec Le désert des Tartares de Dino Buzzati. C'est une de mes premières lectures de l'année 2021. Et ça a été une sacrée claque. C'est vraiment un écho qui a trouvé beaucoup de résonance chez moi parce que ça parle simplement, c'est un roman qui parle du temps qui passe trop vite, de comment on peut vite laisser passer sa chance et qu'on peut vite perdre en fait son temps, sa jeunesse à attendre des choses qui ne viendront jamais. On va suivre Drogo, c'est un jeune officier qui vient d'être muté au fort Bastiani. Alors il est d'abord ravi d'être muté à ce poste, mais il va vite se rendre compte de la réalité. Ce fort il garde la frontière entre son pays et le désert des Tartares et c'est un poste qui est complètement laissé à l'abandon parce qu'en fait il n'y a jamais d'attaque qui vient du désert des Tartares. Il veut quitter son poste mais il se fait manipuler par ses supérieurs qui réussissent à le convaincre de rester. Et Drogo va donc rester à contre-cœur. Mais au fur et à mesure, il va commencer à s'inscrire dans une routine. Il va aussi peu à peu complètement perdre l'intérêt pour tout. Il va oublier sa ville natale, sa famille, ses amis, même son amour d'enfance. Et finalement perdre un peu le goût à la vie en général. La seule chose qui le motive finalement, c'est d'attendre qu'il y ait une attaque, quelque chose qui vienne du désert des Tartares, et il passe ses journées à monter la garde, à observer et à attendre. Et il finit finalement seul à s'enliser comme ça dans cette attente de quelque chose qui ne vient finalement jamais. Alors dans le désert des Tartares, il y a une très belle image qui est celle du désert, celle du sable, parce que voilà, le désert c'est à la fois ce vide, mais aussi le sable représente un petit peu l'enlisement dans lequel le personnage va se retrouver, cette attente qui ne mène à rien, le sable aussi du temps qui coule dans un sablier par exemple. Et avec ce livre, Buzzati ne fait pas que critiquer le fait d'attendre pour rien, mais aussi un petit peu on peut y voir un peu une attaque au système militaire parce qu'à un moment donné il se joue un peu, il crée une situation un petit peu absurde où les officiers et les militaires doivent échanger des mots de passe pour passer d'un passage à l'autre. Et le système des mots de passe est complètement absurde et ils s'y perdent les uns les autres. C'est un livre qui peut sembler pessimiste de prime abord mais qui ne l'est pas du tout. Déjà le fait que Buzzati écrive un livre là-dessus, c'est pour interpeller ses lecteurs et ses lectrices sur la situation de Drogo et justement nous inciter à ne pas faire pareil. Ensuite, mine de rien, sur la fin du roman, Drogo va retrouver en fait une forme de vivacité, une vraie lueur dans son regard sur la fin qui vraiment évoque un nouvel espoir, finalement une prise de conscience de ce qui s'est passé. Et je pense que voilà, il faut le voir aussi pour une façon de nous montrer que peu importe l'âge qu'on a, finalement, on peut quand même se libérer de certaines situations et reprendre entre guillemets son destin en main. La deuxième lecture qui m'a marquée cette année, ce n'est pas un livre mais plusieurs livres puisqu'il s'agit des Rougon-Macquart de Zola. Alors pour rappel, c'est une saga donc, qui revient sur une famille dans le Second Empire, donc le milieu du 19e siècle, et donc qui est écrit par Émile Zola. Je crois vraiment que ça a été une révélation parce que je me suis rendu compte que j'étais fan d'Émile Zola, enfin vraiment je suis complètement époustouflée de ce que fait cet écrivain, de ce qu'il a fait et d'à quel point son propos est toujours extrêmement pertinent même encore aujourd'hui. C'est vraiment passionnant, il y en a qui parleraient de génie, moi j'ai pas envie de dire génie parce que je trouve que ça serait dénigrer le travail absolument colossal de recherche qu'a fait Zola, des recherches historiques, des recherches scientifiques, des recherches psychologiques je pense aussi, et parfois ces écrits relèvent presque je trouve de la sociologie sans être une experte, mais c'est vraiment passionnant, chaque tome prend un angle d'attaque intéressant. C'est un auteur... Zola, c'est quelqu'un qu'on a accusé parfois de prendre des mots du dictionnaire et de les balancer comme ça dans ses textes. Par exemple pour décrire des serres ou des jardins où il utilise énormément de noms de plantes.
mais je trouve que ça c'est faux en fait. Enfin, Zola certes il prend sûrement des mots du dictionnaire, mais il les réagence, il les maîtrise complètement pour former quelque chose qui a un intérêt, et moi je trouve ça absolument remarquable. Je trouve aussi que c'est quelqu'un qui a une vision toujours très nette de ce qu'il veut montrer. Enfin, les scènes qu'il décrit, des événements qu'il décrit, que ce soit des décors ou des scènes particulières, sont toujours très picturales. C'est-à-dire que voilà, il y a des situations dont on va se rappeler vraiment parce que la mise en scène est marquante. Il y a des choses qui sont vraiment symboliques dans ce qu'il nous montre, dans ce qu'il décrit. Et puis voilà, Zola c'est un auteur aussi qui est très engagé, qui est engagé bien contre le Second Empire, contre la répression policière, contre l'opportunisme, contre les violences conjugales, contre les abus de la religion. Donc voilà, un engagement qui, encore une fois, aujourd'hui a encore beaucoup de sens, je trouve. Et puis je trouve, enfin, sachant aussi que Zola avait quand même des positions qui étaient quand même très progressistes comparées à certains autres écrivains de l'époque. Donc je trouve vraiment, je le lis avec toujours beaucoup de passion, parce que voilà, je trouve qu'il alterne, on va dire, il alterne deux choses que j'adore. Il alterne un côté, un peu un héritage, je dirais, du romantisme, c'est cette littérature un peu du 19e avec des histoires d'amour, des petites histoires un peu de... Ouais, pas que des histoires d'amour, mais voilà, des espèces de magouilles, de... Je sais pas comment dire, c'est un peu... Enfin, il y a quelque chose là-dedans qui me plaît beaucoup, puis avec ce style un peu 19e que j'adore, et de l'autre côté, une critique sociale, une critique politique passionnante, virulente et sans merci en fait, que j'adore. Donc là, les deux combinés, mais je suis aux anges, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment un auteur que je suis très heureuse de découvrir. Ma vidéo sur les Rougon-Macquart, je l'ai faite avec un plaisir, mais vous n'imaginez pas, hein, j'ai fait ça avec... beaucoup d'enthousiasme, et j'étais pas sûre que je ferais une autre vidéo sur les Rougon-Macquart parce que je vous cache pas que les deux derniers que j'ai lus, donc qui sont La Conquête de Plassans et La Faute de l'abbé Mouret, j'avais des doutes en commençant, et puis en fait Zola me fait à chaque fois un tour de force remarquable, c'est qu'il arrive à capter mon intention de façon assez puissante. Et donc je pense que je vais leur consacrer une vidéo à tous les deux parce qu'ils ont un gros thème commun, ces deux romans. Donc voilà, 2021 ça aurait été l'année où j'ai vraiment commencé à me plonger dans le travail de Zola et où je me rends compte que ça me passionne vraiment. Ensuite, un livre aussi dont je n'attendais pas grand chose, c'est De toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami. C'est un livre absolument bouleversant qui m'a beaucoup touchée. On va y suivre Fuyuko, c'est une trentenaire qui vit seule chez elle et qui ne sort jamais parce qu'elle travaille à domicile et elle n'a absolument aucune interaction humaine si ce n'est avec sa manager Hijiri. Et un jour, elle va se décider à prendre des cours du soir, et lors de ces cours, elle va rencontrer un professeur de physique avec qui elle va se lier d'amitié, qu'elle va essayer où tous les deux vont se rencontrer en fait assez régulièrement pour discuter. C'est un livre qui traite de thématiques assez lourdes, mais avec, je trouve, du tact, de la douceur, de la bienveillance. Ça parle de solitude, d'isolement, d'alcoolisme, de dépression, je pense, aussi du monde du travail, du féminisme également, sans jamais dramatiser, en respectant son personnage, sans jamais rentrer dans la surenchère. Voilà aussi, c'est ça que je trouve qui est important. Dans ce livre, on va aussi suivre plusieurs points de vue de femmes, et notamment une très belle histoire d'amitié entre deux femmes que je trouve trop peu fréquemment en fait aujourd'hui, j'ai l'impression. Et voilà, sa relation avec le professeur de physique va être assez étrange parce que c'est deux personnages qui sont très réservés, qui sont très timides. On a l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à dire mais qu'ils n'arrivent pas forcément à le faire. Et puis le livre a aussi une écriture qui est vraiment très belle, avec beaucoup de poésie, tout un jeu sur la lumière et les reflets de lumière dans la ville, en lien justement avec le fait que un des protagonistes soit prof de physique, il lui explique un petit peu des phénomènes sur la lumière. Donc vraiment, ça a été une très belle surprise, un très beau livre. J'aimerais vraiment beaucoup découvrir maintenant un peu plus du travail de Mieko Kawakami, parce que voilà, je pense qu'elle a une plume assez particulière et des idées de personnages assez atypiques que je trouve intéressantes. Une autre autrice japonaise, c'est Le Miroir des courtisanes de Sawako Ariyoshi. Alors cette fois-ci c'est un roman... on va suivre le personnage de Tomoko, c'est de sa tendre enfance jusqu'à sa vieillesse. C'est un roman qu'on appelle un peu un roman fleuve, puisqu'on va suivre le parcours de cette femme pendant plusieurs années dans le Japon du 20e. Mais aussi fleuve parce que c'est un style très fluide qui se lit très facilement, les choses coulent de façon très agréable à la lecture. Et bon voilà, on va découvrir toute une période du Japon, notamment la différence entre courtisane et geisha, et particulièrement la relation de Tomoko à sa mère, puisque la mère de Tomoko est un personnage voilà, très futile, très égoïste,
qui est détestable par sur de nombreux aspects. Et pourtant, jamais l'autrice va omettre, on va dire, de préciser les choses qu'a traversé cette femme, même si elle est horrible. Voilà, c'est une femme qui a été plus ou moins forcée d'avoir des enfants, on sent qu'elle n'avait pas envie vraiment d'avoir des enfants, qui a été revendue par un de ses maris pour être courtisane. Bref, un personnage qui est détestable, mais qui a quand même vécu des choses difficiles. Et Tomoko, malgré toute l'amertume qu'elle ressent envers sa mère et parfois même de la jalousie, Tomoko elle restera toujours loyale et ce sera toujours un soutien pour sa mère, que ce soit économiquement surtout, puisque sa mère mène un train de vie qu'elle ne peut pas suivre, mais aussi, je pense, mentalement, elle sera quand même là présente à des moments difficiles pour sa mère, la réciproque n'étant pas vraie. Voilà, et en parallèle de ça, Tomoko c'est un personnage qui va vivre des choses absolument terribles. Déjà il faut savoir que dans le Japon du 20e c'est très compliqué pour une femme de s'émanciper financièrement des hommes. Tomoko va d'abord devenir geisha et pour arrêter d'être une geisha il faut rembourser toutes ses dettes, et ce sont des sommes absolument faramineuses. Donc Tomoko elle va se battre pour devenir indépendante financièrement et malgré toutes les horreurs qu'elle va traverser parce qu'elle va vraiment vivre des événements très tragiques, vraiment injustes, elle continuera toujours d'avancer, de se battre pour se faire elle-même et c'est assez remarquable ce parcours de femme dans un Japon qui va être traversé en plus par plusieurs périodes troubles, elle va quand même vivre aussi la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un sacré récit, un personnage qui m'a beaucoup impressionné, Tomoko, et c'est vrai que cette relation mère-fille est très bien amenée, très bien creusée, il y a vraiment la psychologie des personnages est vraiment très bien développée et maîtrisée par l'autrice. Et puis voilà, le roman a aussi un aspect historique que je trouve vraiment intéressant, parce que voilà, moi à titre personnel j'aime beaucoup le Japon, donc en apprendre un peu plus sur son histoire c'est toujours enthousiasmant, et je pense que le roman remplit bien ce rôle-là aussi. Je vais vous parler maintenant d'un recueil de poésie, donc ce qui est À nos humanités révoltées de Kiyemis. C'est une poétesse donc, qui nous est contemporaine et qui est très engagée sur des thèmes comme l'antiracisme, l'anticolonialisme et le féminisme. J'ai peu de choses à vous dire si ce n'est que c'est très beau, c'est puissant, on a besoin de ce genre de voix en fait qui sont encore trop peu entendues pour parler de ces sujets-là. Et voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, je vous en ai déjà parlé et je vous le recommande très chaudement. Dans ma meilleure lecture, il y a aussi Woman, Race and Class d'Angela Davis, donc qui est un essai dans lequel l'autrice va revenir sur l'histoire du féminisme aux États-Unis et notamment toute l'influence du white feminism, donc le féminisme blanc. Elle fait référence à ça au mouvement des suffragettes en fait pour le droit de vote des femmes, qui a été et de son influence dans l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et de comment ensuite ce mouvement féministe s'est d'abord montré soutien de l'abolition de l'esclavage, mais a par la suite complètement abandonné les femmes noires. Elle va aussi parler des mouvements ouvriers féminisme, du rôle des housewives, donc ces femmes domestiques dans les maisons américaines. Et voilà, elle nous livre ici, je trouve, un ouvrage factuel, clair, structuré, que j'ai pris beaucoup d'intérêt à lire parce que j'y ai appris énormément de choses et je ne peux pas m'empêcher de le mettre en lien avec une autre de mes lectures de 2021 qui est Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Alors il y a quand même des liens à faire entre ces deux bouquins. Alors dans ce livre, Françoise Vergès elle rappelle notamment que certains combats de femmes noires comme Rosa Parks ont été complètement dépolitisés, ont été libéralisés par les blancs occidentaux pour se réapproprier en fait des luttes et minimiser un petit peu l'impact politique qu'ont eu ces femmes. Donc voilà, je trouve qu'il y a un lien intéressant. Ces deux lectures que j'ai fait en 2021, je préfère largement, j'ai préféré la lecture d'Angela Davis parce que j'y ai plus appris, mais je pense que c'est bien de lire les deux, ils sont assez complémentaires l'un et l'autre. Ensuite, j'avais très envie de vous parler d'Akira, qui est un manga donc, que j'ai fini de lire en 2021. C'est marrant parce qu'Akira c'était pas du tout un manga vers lequel je me serais tournée de prime abord. J'ai un peu du mal avec ce type de dessin qui font très années 80. Mais en fait j'ai appris à l'apprécier, ce style de dessin, je le trouve vraiment très beau et vraiment très intéressant à découvrir. Voilà, j'ai aimé plonger dans ce monde très dystopique où on retrouve des adolescents en perte de repères dans un monde, dans une société qui est gangrénée par la corruption, un monde violent avec des répressions violentes, une armée omnipotente. Ça a été écrit, je crois, il me semble, Akira fin des années 80 et l'histoire d'Akira elle prend place en 2020 au moment des Jeux Olympiques à Tokyo, donc c'est assez marrant. Et je me pose la question, c'est est-ce que... donc il me semble qu'Akira ça a été écrit fin des années 80, est-ce que fin des années 80 la situation était déjà identique, mais la façon dont... le début d'Akira c'est littéralement de la répression policière juste devant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et je me dis, alors soit c'était déjà le cas en fait dans les fins des années 80 au Japon,
ou alors le gars c'était un visionnaire, et enfin dans les deux cas les deux possibilités sont toutes sont aussi effrayantes l'une que l'autre, mais je trouve que c'est assez ça m'a marqué le fait que ça se passe en 2020 et que la première chose qu'on voit c'est ça. J'ai bien aimé aussi dans Akira l'écriture des personnages féminins, notamment le personnage de Kei qui est une militante politique vraiment impressionnante. Elle est bien plus courageuse que la plupart des garçons de son âge. Moi je pense qu'elle est un peu plus âgée que certains, mais voilà, elle doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Et puis je dois avouer que j'ai bien aimé aussi le personnage de Kaneda. Alors il a ses défauts, hein, c'est un macho, il est égoïste, il peut être aussi très lâche, mais il a un côté un peu borné, un peu tête brûlée, fonceur, un peu que j'apprécie en tout cas. C'est vrai que c'est un des traits de caractère qui sont quand même assez récurrents sur des personnages masculins qui sont les héros des histoires de manga. Enfin c'est quand même un des traits de caractère qui reviennent régulièrement, ce côté voilà, fonceur, tête brûlée. Mais je sais pas, chez Kaneda c'est assez intéressant, et puis c'est aussi un personnage qu'on va voir grandir en fait et gagner en maturité au fur et à mesure au fil des différentes situations en fait qu'il va rencontrer, et notamment de ses différentes interactions avec Tetsuo qui était son ami avant de se faire enlever par l'armée. Voilà, c'est un personnage aussi mine de rien pour lequel j'ai une certaine affection. Bref, Akira c'est une grande œuvre, et je me rends compte aujourd'hui, maintenant quand je regarde des choses un petit peu en lien avec de la science-fiction, je peux pas m'empêcher d'y voir l'influence d'Akira partout. Alors je sais pas si c'est moi qui surinterprète, mais voilà, très récemment je joue au jeu Eastward, c'est un jeu voilà, qui se passe dans un monde un petit peu futuriste, un petit peu post-apo, et il y a vraiment des passages du jeu où je me disais mais ça c'est Akira, ce genre de laboratoire secret avec des trucs testés et tout, enfin je ne m'étire pas de me dire que c'est Akira qui a lancé ce truc là alors que peut-être pas du tout. Mais voilà, je pense quand même qu'il a eu une grosse influence, c'est une œuvre qui a eu une énorme influence, et je suis vraiment ravie de l'avoir découverte. Et je vais terminer ce bilan avec le manga Tsubasa Reservoir Chronicle que j'ai relu cette année. Alors c'est un manga que je connais depuis très très longtemps et que j'avais commencé à lire, mais je m'étais arrêtée au bout de 5-6 tomes, quelque chose comme ça, et donc là je l'ai vraiment repris. Je l'ai pas encore terminé, mais là j'ai lu quasiment la totalité de l'histoire. C'est un manga qui est écrit donc par Clamp, c'est un studio avec que des dessinatrices je crois femmes, donc oui, elles sont très connues Clamp pour leurs personnages qui sont très élancés avec des vêtements complètement beaucoup d'étoffes, beaucoup de détails, absolument magnifiques, enfin c'est vraiment très beau à regarder. Et donc dans Tsubasa Reservoir Chronicle, on va suivre deux personnages principaux que sont Sakura, la princesse du royaume de Clos, et Shaolan, son amie archéologue, qui se connaissent depuis leur temps d'enfance. Et un jour, le royaume de Clos se fait attaquer mystérieusement, et suite à ça, Sakura perd la mémoire. Sa mémoire se présente sous forme de fragments, donc plein de plumes qui sont éparpillées dans différents mondes, et du coup Shaolan va chercher à la sauver. Pour ce faire, il va aller voir la sorcière des dimensions et lui demander s'il peut voyager dans différentes dimensions, dans différents mondes pour pouvoir récupérer les plumes de Sakura. Et elle accepte de l'aider, mais en échange, il doit sacrifier ce qu'il a de plus cher. Et donc, elle lui dit très bien, si tu fais ça, quand Sakura va se réveiller, quand Sakura va commencer à retrouver la mémoire, elle ne se souviendra jamais de toi. Elle ne saura pas qui tu étais auparavant. Donc Shaolan accepte, il peut voyager à travers la dimension, et ils vont être accompagnés par deux autres personnages qui vont les rejoindre, qui sont Faye et Kurogane. Faye cherche à fuir son monde d'origine, tandis que Kurogane cherche à retrouver son monde d'origine. Et donc on va suivre ce quatuor dans différentes dimensions. Et vous pouvez vous douter que ça va être une œuvre vraiment très dense, parce qu'on va parcourir plein d'univers différents à différentes époques, donc ça permet aux Clamp d'explorer différents décors, différents costumes, de mettre leurs personnages dans plein de situations un petit peu particulières. Dans chaque monde, on va avoir une situation, un problème à régler qui en général mène à l'obtention d'une plume, et en parallèle, en trame de fond, on a l'intrigue principale qui se développe parce qu'en fait les personnages vont commencer à s'interroger sur qui a attaqué le pays de Clos et pourquoi. Donc voilà, et Tsubasa Reservoir Chronicle j'aime beaucoup, bon déjà parce que c'est absolument magnifique, les dessins sont absolument époustouflants, enfin chaque nouvelle page, t'es là, tu t'en prends plein les yeux, enfin c'est impressionnant. J'ai beaucoup aimé les relations qu'entretiennent les quatre personnages principaux, il y a quelque chose de très doux, très bienveillant entre eux, que j'ai beaucoup apprécié, et puis le personnage de Sakura au début me parlait pas du tout, parce qu'il faut savoir donc elle tombe très vite dans le coma, elle se réveille, puis elle se réveille, elle est un peu perdue, c'est un personnage qui fait vraiment très princesse en détresse quand on la rencontre, et elle est presque un peu placide je trouve, et
au fur et à mesure, quand elle va commencer à retrouver la mémoire, elle va s'affirmer, elle va en fait retrouver sa personnalité d'avant et se réaffirmer en quelque sorte. Et donc on va se rendre compte à quel point c'est un personnage qui est très courageux, qui a énormément de volonté et qui va vraiment devenir un personnage beaucoup plus intéressant à suivre, en tout cas beaucoup moins transparent, beaucoup moins princesse en détresse si je puis dire, donc ça a été une très bonne surprise à ce niveau-là. Et donc je suis ravie d'avoir d'avoir repris cette lecture sérieusement de Tsubasa Reservoir Chronicles cette année, et je vous le recommande chaudement si vous aimez bien les mangas, ou en tout cas si le dessin vous interpelle. Merci de m'avoir écouté, je serais très curieuse de savoir de votre côté quelles étaient vos meilleures lectures de l'année 2021, et est-ce que vous avez des lectures particulières qui sont prévues pour 2022. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!